Je vais passer maintenant la parole à Alissa Del Rey. Alissa est professeure retraitée de sciences politiques à l'université de Padoue. Elle a dirigé le centre interdépartemental de recherche études sur les politiques de genre et ses principaux intérêts de recherche concernent la citoyenneté politique des femmes, les politiques familiales, les rapports entre genre et politique locale. Et elle a choisi comme titre de sa communication « Care et citoyenneté ». Alissa, tu as la parole. Ça va, vous m'entendez? C'est bien? Bon. Eh bien, bonjour à tout le monde et merci aux organisateurs qui m'ont invité à ce colloque. On n'entend pas. Le mettre... Oui, alors attends que je... Voilà, ça va comme ça? Ça va mieux? Oui. Eh bien, je disais merci aux organisateurs qui m'ont invité à ce colloque, très intéressant déjà. Et merci surtout à Pierre-Paul Metter et Bérangère Marquez-Pereira qui m'ont invité directement. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit Pierre-Paul Metter que je suis aussi féministe et pacifiste. Et sur ces deux mots, je voudrais dire peu de choses. Mais une, c'est très important, c'est le moment dans lequel nous vivons et qui me met en difficulté même par rapport à cette intervention dans laquelle je l'avais préparée le 21 janvier. Donc, il n'y avait pas de guerre, dans laquelle j'ai essayé de comparer la situation de la pandémie, que j'appelle syndémie, parce que c'est un ensemble, selon moi, d'éléments qui n'ont pas à faire seulement avec les virus, mais aussi avec des éléments d'un côté biologiques et sociaux, mais aussi de l'environnement et économique qui change et modifie continuellement les états et les conditions de santé. Voilà, d'accord, c'est mieux. Et donc, c'était cet ensemble de conditions qui ne sont pas seulement, disons, liées au virus, mais en difficulté des réseaux des populations qui sont déjà ne sont pas désavantagés, comment on dit? Désavantagés, bon, c'est plus simple de ce que je pensais. Donc, j'utilise le mot syndémie à la place de pandémie. Et je retire toute cette tentative de comparer la syndémie avec les deux guerres mondiales qu'on a eues, parce que bon, la situation l'impose, mais aussi parce que je me sens avec très peu d'espoir en ce moment. Et je considère ce que j'ai analysé, que pourtant existe, c'est-à-dire cette nouvelle forme de citoyenneté liée au care, utopique et avec très peu d'espoir. La guerre, de toute manière, la guerre de maintenant, disons la guerre qu'on ne sait pas quelle issue peut avoir, va réduire sûrement cet espoir que j'ai.
c'est une situation complexe dans laquelle il m'est venu à l'esprit un mot qu'on a utilisé en Italie à la fin de la première, au départ, avant l'entrée en guerre de la Première Guerre mondiale, en 1914, pour nous, ce n'était pas encore la guerre. C'est un mot qui, je vous le dis en italien, dit pancia ficchisti. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui pensent plutôt à son propre ventre pour y mettre des figues. Voilà, disons. Et c'est un mot qui était utilisé contre les manifestations de pacifistes de l'époque. C'est un mot utilisé par Mussolini, qui à l'époque était socialiste, par Nenni, qui était socialiste, et par Gramsci aussi. Donc, vous voyez, le désir de paix, c'est un désir complexe. C'est un désir difficile et nous le voyons en ce moment. Je ne sais pas si vous avez en tête des solutions, mais franchement, c'est un moment assez difficile pour ceux qui aimeraient avoir un monde en paix, comme moi. Pour ce qui concerne le titre Care and Citoyenneté, j'essaye d'utiliser le mot care comme mot plus large de soins. Mais bon, je parlerai de soins aussi. Mais surtout, un mot qui comprend un travail qui est normalement dans l'histoire et surtout et même à présent, un travail gratuit des femmes, qui est le travail de reproduction, qui n'est pas seulement privé, mais aussi social, et qui est à la base de la richesse de nos sociétés. Et même s'il est, dans certains cas, payé, il est dévalorisé et très peu payé. Donc, ça, c'est mon idée de care, disons, dans l'analyse de ce que... Alors, aujourd'hui, comme je dis au départ, on est dans une période dans laquelle il faut penser qu'il y ait une guerre tout près de nous. Les guerres se développent avec différentes prévisions, sans route prévue, et tout le monde perd, selon moi. Personne ne sait comment les choses vont se passer quand la guerre commence. Avec la syndémie, c'est la même chose. En ce moment, nous, on est très contents parce qu'on pense que bon, le virus est en train de s'affaiblir et donc on va mieux. On ne sait pas le monde comment peut aller dans une syndémie, c'est-à-dire les conditions mondiales du climat, etc. Donc, c'est comme une guerre. Nous vivons dans un monde différent de ce qu'on pouvait prévoir il y a simplement 4 ou 5 ans. Incertitude, pas possibilité de prévoir, mots qui nous trouvons dans la complexité de la situation dans laquelle on se trouve. Le futur n'est pas défini. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes en train de vivre dans une période actuelle qui est en même temps un temps historique, un moment extraordinaire de l'histoire humaine et des histoires personnelles, et temps de ici et maintenant interactif, c'est-à-dire des événements, des gestes et des émotions qui sont irréductibles au passé, comme cause, comme origine, et même au futur comme projet. Ce phénomène complexe
n'a pas un modèle ex ante qui peut résoudre la situation et nous devons construire des solutions, on est obligé à construire des solutions à travers des activités génératives à mesure de produire une réalité inédite et chercher de lire avec attention tout ce que de nouveau est produit dans la société. Mais si tout est renversé, si tout est si difficile à saisir, s'il n'y a pas de modèle, nous avons quand même une possibilité qui est donnée par l'invention de nouveaux scénarios du vivre ensemble, disons, que nous pouvons trouver dans la recherche des modèles alternatifs qui reportent au centre du discours politique la responsabilité sociale des coûts de la reproduction sociale et la nécessité de nouvelles formes de socialisation en regardant au-delà de l'alternative État-marché et de la dimension familiale, c'est-à-dire celle du travail gratuit dont je vous ai parlé auparavant. Cette syndémie, comme la guerre en réalité, se présente comme un fait social total, un événement à travers duquel nous pouvons lire toutes les transformations en actes. On a mis sur le terrain des droits sociaux et des droits civils, des questions sociales et des questions politiques. Nous sommes passés du néolibéralisme au néo-autoritarisme de la gouvernance internationale, de nouvelles pauvretés aux nouvelles ségrégations, du changement de la structure capitaliste vers le green, vers le vert, accéléré par l'émergence en cours, à nouvelles contradictions entre centre et périphérie sur l'échelle globale, de la question des brevets et des propriétés intellectuelles à la subalternité de la recherche des grands groupes de corporations, des transformations géopolitiques au démantèlement définitif de ce qui reste du welfare du siècle passé. Et donc une nouvelle redéfinition néolibérale des rapports entre public et privé, jusqu'à la microphysique des rapports entre genre, classe, ethnie, avec des tendances à des superpositions des inégalités destinées à graver, même génétiquement, sur les futures générations. Il pourrait y avoir, et là c'est l'utopie si vous voulez, ou ce que je lis dans la société de la syndémie, la société avant cette guerre avec le danger, j'espère lointain, nucléaire, bon, il pourrait y avoir aujourd'hui une occasion pour un changement réel, pour une inversion de cap. Il est évidemment impensable revenir en arrière. Nous nous apercevons de la nécessité et du désir de reconstruire les rapports sociaux en fonction de la reproduction des individus et non plus seulement pour garantir la production de marchandises. C'est un élément devenu central dans la conscience des citoyens. Il s'agit de construire de nouvelles formes de relations et de protection. Tout cela génère et a généré, au moins jusqu'à cette guerre, tension, et c'est explicité avec des manifestations contraposées, on dit contraposées? Non, opposées, ça va, de contenu et parfois chargées de violence, une partie, celle minoritaire, mais violente,
de Novax, représente un monde passé, mythisé, accroché au mythe des idéologies néolibéristes, avec le slogan dominant de liberté, liberté, qui dans ce cas sous-tend la liberté personnelle et individuelle de faire ce qu'on retient, qu'on pense être nécessaire pour soi-même, indépendamment des rapports sociaux. Cette partie s'est exprimée dans les places et les routes de toute l'Europe, ayant comme archétype, selon moi, participatif de participation, l'assaut au Campidoglio, je ne sais pas comment on dit. À Capitole, oui, bon, du 6 janvier 2021 aux USA. À cette partie, on ajoute une autre partie minoritaire, elle aussi, et souvent elle se confond avec la première, des No Green Pass, avec des thématiques liées à la peur du contrôle autoritaire de l'État sur les vies des citoyens. En Italie, ça a donné lieu à des associations qui ont pour leader des philosophes de gauche. C'est important, comme Agamben, Cacciari, Ugo Mattei, etc. On a exprimé la préoccupation que le gouvernement, en utilisant le virus, disons la peur du virus, puisse imposer des processus de gouvernance anomalies, pas normaux, disons, en introduisant des processus d'exception et de dérégulation, comme il est déjà arrivé, par exemple, pour certains contrats de travail, jusqu'à les rendre la norme, avec une réduction des droits de mobilisation, de proteste et de mouvement. Heureusement, il y a d'autres mouvements plus articulés qui ont été mis en place par cette partie des citoyens qui essayent de déliner un monde différent dans lequel le care soit l'élément central des politiques publiques en redéfinissant le welfare. Une petite parenthèse, aujourd'hui, il me semble, avec la guerre qu'il y a aux frontières de l'Europe, on peut envisager deux fronts, un affrontement dans différentes positions de citoyennes, de positions citoyennes, dans ces grands manifs qu'il y a dans ce moment. Et elles peuvent être, d'un côté, ceux qui veulent intervenir, à l'extrême, ceux qui pensent que l'OTAN doit intervenir avec une guerre humanitaire, jusqu'à ceux qui soutiennent le gouvernement qui envoie pas seulement des aides humanitaires, mais des armes à l'Ukraine, entre autres l'Italie, c'est ce qu'elle fait. De l'autre, les pacifistes, avec à l'extrême de génériques demandes de paix, jusqu'aux propositions concrètes de négociations avec Poutine sur la neutralité de l'Ukraine et la promesse de non-appartenance à l'OTAN, mais avec l'inclusion de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est évident que personne à ce moment n'a pas encore pensé que pour faire une médiation, il faut un médiateur. C'est incroyable de penser qu'il y ait deux parties en guerre qui se retrouvent à discuter entre eux un processus de paix qui évidemment n'a pas raison. Il n'y a pas de médiateur et je pense que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment? Mais c'est une opinion à moi. Donc ces comportements sociaux, ceux dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire ceux qui essayent de déliner un monde différent, étaient déjà existants avant la syndémie. Par exemple, et là je m'excuse, mais les exemples sont italiens, donc ont quelques références dans l'Europe, mais je tire les exemples de ce que je connais le mieux.
En Italie, avec les mouvements pour la défense des biens communs, il y a les associations aussi en défense du patrimoine artistique national, les forums de l'eau bien commun, l'association Article 21 pour la liberté d'information et beaucoup d'autres qui aujourd'hui sont élargies et enrichies d'initiatives. Elles ont à voir avec deux éléments: une redéfinition de la citoyenneté participée et active et une conscience diffuse de l'importance de la reproduction sociale. Alors, pour la définition de citoyenneté active, je fais référence au activisme civique, je fais référence à l'analyse de Giovanni Moro, qui est une analyse assez ancienne, mais qui a été publiée en 2013, qui, d'une façon synthétique, définit la citoyenneté active comme l'ensemble des formes d'auto-organisation qui comportent l'exercice des pouvoirs et responsabilités dans les politiques publiques pour rendre effectif, droit, la tutelle des biens communs et soutenir ce sujet en condition de faiblesse. Voilà, c'est une définition à laquelle je fais référence. C'est le fait. Parfois, ces mouvements se lient, s'intègrent avec les institutions, comme il est arrivé avec Podemos en Espagne, ou récemment avec l'élection de Gabriel Boric au Chili. Autrefois, elles assument des dimensions transnationales avec des mouvements qui poussent à la conscience des citoyens, comme Fridays for Future, Black Lives Matter et Ni Una Menos, comme mouvement transnational né en Argentine il y a 5 ans. Autrefois, caractérisé par l'attention aux soins des personnes et de l'environnement, ces initiatives tissent des textures territoriales et des rapports d'interlocution avec les institutions en dessinant une nouvelle forme de citoyenneté active, non idéologique, en dehors des partis traditionnels, attentive à nouvelles formes de rapports sociaux qui doivent être devenir substance dans les politiques publiques. Les citoyens des soins du CARE dans l'époque du Covid, ce sont ceux qui ont été marqués, ont appris dans la syndémie le mot care, le mot soin. Ce paradigme du soin a émergé déjà à la fin du premier confinement, lockdown, et a été chargé d'existence et d'échos différents. En ce moment, nous voyons que la disponibilité aux soins pour les réfugiés, par exemple, de la guerre, sont assez prêtes en Italie, de la part des associations des citoyens, souvent catholiques, mais pas seulement. C'est l'accueil, ce que j'ai pu voir ces jours-ci, l'accueil des orphelins et des femmes avec des enfants, pas seulement en donnant de l'accueil, mais en créant des conditions pour une insertion sociale, dans le même temps que le gouvernement envoie des armes et arrête les banques russes. Il faut faire attention dans la communauté européenne à cette attention qu'on ait à l'accueil des réfugiés par des États que jusqu'à maintenant
que maintenant accueille des réfugiés blancs qui viennent de l'Ukraine, mais qui ont refusé l'accueil, par exemple, des réfugiés, quand même, des couleurs, des religions différentes, pas catholiques, etc. Donc il faut faire attention. Je voudrais bien que le Conseil européen, dans le 4 mars 22, c'est-à-dire hier, a voté un protocole temporaire pour les personnes qui viennent de l'Ukraine, qui essaye aussi d'éviter ces différences, parce que franchement, ce n'est pas dans un processus de paix qu'on commence à différencier entre les personnes, selon moi. Donc, la syndémie, je reviens à la syndémie, mais je continue à penser à la guerre. On est obligé à penser aux soins, on a été obligé à penser aux soins, aux exigences des personnes dépendantes, fragiles, qui ont des problèmes de santé, parce que cela a été la crainte de nous tous. On l'est encore maintenant. On porte le masque, on fait des... Les corps et ses besoins sont devenus centrales dans les intérêts des citoyens et dans les dynamiques de la participation politique. Et cela a fait émerger une citoyenneté avec la substance de propositions concrètes et des activités de participation participative. Devient important le mouvement qui organise et prône pour les changements sous l'égide, on dit égide, de soins du CARE. Donc le soin n'est plus considéré un problème des femmes, mais une responsabilité collective. Donc le problème des femmes et leur destin naturel dont vous a bien parlé Bérangère. Et même pas une revendication seulement féministe. Donc une responsabilité collective dictée par la nécessité et le choix comme paradigme d'un nouveau état social. Donc il y a plein de mouvements, moi en Italie, qui articulent le programme Initiative critique au choix des gouvernements dans les termes explicites de société du care, società della cura, dit en italien. Dans la pratique politique de cette forme de participation des citoyens, qui est extérieure aux organisations politiques traditionnelles, on structure des formes de protestation, de propositions, d'expérimentation de modèles alternatifs, des relations sociales, des rapports sociaux de soins, avec une participation souvent pas des individus, mais des groupes d'associations. Ça, je trouve que c'est très, très important. L'intérêt majeur est donné par la présence des mouvements avec un grand racinement territorial, comme vous l'a signalé Pierre-Paul Matter. En effet, les éléments que préfigure cette forme de participation politique et qui étaye et préfigure aussi de nouveaux contenus, de nouvelles formes de citoyenneté, sont précisément la forme d'association, l'enracinement, le lien territorial, la détermination de genre, la contraposition opérationnelle avec les institutions, les propositions concrètes, les pratiques diffusées et l'exemplarité de la diffusion de ces pratiques. Si maintenant je ne sais plus, moi je voudrais vous donner des petits exemples, parce que, oui, tout le temps, parce qu'après il y a des conclusions aussi. Bon,
Alors, simplement, rapidement, je porte deux exemples. Un, c'est celui de la Société du soin, elle s'appelle comme ça, Società della Cura, qui a fait un manifeste qui s'appelle Pour la Société de la Cura, du soin, du care, et qui a 1400 associations qui ont signé ce manifeste, plus des économistes, des juristes, etc., et qui ont comme objectif de ne pas disperser les leçons de la syndémie, mais d'affronter le collapse climatique et l'injustice sociale en évitant la hiérarchie de valeurs et de pouvoirs qui gouvernent le monde pour construire une société de soins de soi-même, des autres et de la planète. Donc, pour rendre visible ce projet d'une société alternative, ils ont fait une critique du plan, comment il s'appelle, Plan national de reprise et résilience. C'est PNRR. C'est le plan qui permet de donner en Italie des fonds européens pour après la syndémie, pendant la syndémie, etc. Donc une critique et une autre proposition. Et dans ce manifeste, il y a eu aussi une lecture critique féministe de la part du groupe féministe actif dans la société des soins, qui a organisé un séminaire avec la participation d'associations féministes d'Afghanistan, Algérie, Brésil, Allemagne, Grèce, Inde, Irak, Kurdistan, Liban, etc. C'est-à-dire mondial, vraiment un séminaire mondial sur les changements que la société veut imposer aux États par rapport à une nouvelle structuration du welfare. À partir du fait que les femmes ont eu un rôle fondamental pour soutenir cette structure de l'ancien welfare trébuchant parce que privatisé, peu financier et voué au profit, spécialement dans la santé et dans l'instruction. Donc, à partir du fait que dans les professions spécifiques, dans la santé et dans l'instruction, il n'y a que des femmes, au moins en Italie c'est ça, mais je pense un petit peu partout. Et aussi parce que c'est les femmes qui ont été chargées des personnes non autosuffisantes et à soutenir les enfants dans le lockdown pour leur éducation. Donc, ils ont fait, la syndémie a augmenté leur charge de travail et a condensé dans le même espace de vie et professionnelle tout leur exploitation et qui a fait exploser l'ambiguïté d'une structure des rôles de genre obsolète et schiacciante, je ne sais pas comment on dit, mais qui écrasante. Voilà, excusez-moi, mais mon texte, je l'ai en italien. Donc, alors, de ce thème, elles ont discuté cura et incuria, c'est-à-dire care et incurie, dans ce séminaire international, avec des propositions qui venaient des différents États. Ce qui a intérêt et qui change un petit peu, c'est que en même temps, il n'y a pas seulement eu des séminaires, mais des manifs assez importants, et donc des gens dans les rues contre
les plans du gouvernement et il y a eu des négociations avec les partis. Je trouve que c'est la nouveauté qu'a apporté la syndémie, c'est-à-dire cette capacité, pas seulement de dire non, ça ne va pas, mais aussi de négocier avec les institutions du point de vue des forces, c'est-à-dire d'une force donnée par une grande participation populaire et des associations. Un autre exemple, c'est celle d'une grève, une grève de la GKN en Toscane. GKN, c'est une firme européenne, je crois, basée, je ne sais pas où, en Angleterre, il me semble, et qui a eu comme détérioré, je ne sais plus comment on dit, mais on a décidé de fermer l'usine qui était dans ces lieux pour la mettre dans un autre état. Délocaliser, voilà, c'est simple, hein? Délocaliser. Et ils ont licencié les 500 ouvriers avec un email. Donc c'était même un geste pas très élégant. Mais les ouvriers donc ont fait grève, ont occupé l'usine avec les femmes qui travaillaient dans les services de l'usine. Donc ce n'était pas seulement les ouvriers, disons, mais les femmes qui étaient embauchées par des coopératives extérieures, etc., elles aussi sont entrées, et les femmes, les compagnes des ouvriers. Donc c'était une grève assez forte et une occupation d'usine. Mais la chose intéressante, parce que des grèves comme ça, il y en a eu quand même, c'était pas seulement cette composition assez différenciée contre la délocalisation, mais c'était que, avec la présence de quelques juristes et quelques politiciens sur les portes de l'usine occupée, ils ont écrit un projet de loi contre les délocalisations qui a été présenté au Sénat et à la Chambre par le mouvement 5 étoiles et la gauche italienne, par des députés et des sénateurs. Et ils ont obtenu un projet, une loi qui n'était pas la même du projet de loi, bien sûr, c'était bien plus pas très intéressant et que les ouvriers n'ont pas apprécié, mais les passages, c'était quand même intéressant. D'une lutte, on arrive à une loi et en même temps, la pression sociale de cette occupation a fait si que l'usine a été achetée par quelqu'un d'autre, si vous voulez, je vous dis qui, mais c'est pas intéressant. Et donc, personne n'a perdu son poste de travail, même pas les femmes de ménage, les femmes... voilà. Donc, voilà, ça, c'est une autre façon de mettre ensemble ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire les luttes sur le travail, mais les luttes sociales, la participation des genres, c'est-à-dire femmes et ouvriers, etc., ensemble, c'est-à-dire une définition des classes qui est bien plus intéressante des vieilles définitions de travailleurs. La classe des travailleurs, là, c'est effectivement l'idée du travail qui traverse la société et qui devient une façon de se reconnaître tous en tant que classe. Voilà. Et voilà, et donc là, en dépit et en dehors, c'est-à-dire les syndicats ont donné un appui vraiment aux dernières minutes. Voilà, aux dernières minutes. 5 minutes, allez. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'était... Voilà. Au-delà de ça, au-delà de cet exemple, ce qui sort
qui est une autre chose, c'est le concept des communautés de care. Les communautés de care, la principale communauté de care qu'on reconnaît publiquement et politiquement est la famille. Donc, surtout dans sa forme la plus traditionnelle. À elle est confiée la reproduction des individus, et dans la plupart des cas, c'est le seul canal d'accès aux formes de welfare et de revenus indirects qui sont donnés pour faire face à la crise dans la syndémie, selon le principe de subsidiarité. Voilà. Dans la syndémie, il y a eu, comme j'ai déjà dit, une augmentation des activités de reproduction sociale dans la sphère domestique, une refamilialisation ou une néo-domesticité, chose qui a mis en évidence la difficulté de reproposer ce modèle de communauté de care. Mais on a construit dans la syndémie d'autres et différentes communautés de care avec un projet d'une société différente dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre de laquelle le soin est devenu promiscuité, donc ce qui doit exister en dehors des réseaux familiaux et des logiques de marché. Il y a plusieurs exemples de communautés de soins non institutionnels réalisées à partir des pratiques féministes dans lesquelles il y a des activités sociales qui ont été mises au centre dans la tentative de fonder un welfare communautaire sur projet spécifique. Jardins d'enfants, cantines de quartier, initiatives d'aide mutuelle, de contraste à la solitude, avec construction de réseaux de solidarité, etc., en essayant de résoudre le concept de communauté et d'écoute réciproque, au-delà de subvenir aux besoins particuliers des habitants d'un lieu particulier. Les éléments qui font partie de ces initiatives sont le passage de la conception du service à celle de l'autogestion et les dépassements du volontariat, bénévolat, en forme de mutualisme. Et les expériences de mutualisme constituent aujourd'hui un nouveau défi pour dépasser le modèle de la subsidiarité. Dans les mobilisations pour les services publics et universels, ces expériences peuvent être valorisées comme des indications vers de nouvelles modalités de rapport avec les territoires, comme anticipation d'une nouvelle épistémologie des soins, comme pratique réelle et une nouvelle forme de participation. Mais il est nécessaire de considérer que autogestion et mutualisme, même s'il s'agit d'actions pragmatiques qui représentent capacité de résistance en cas de nécessité, substituent gratuitement la contraction de l'espace du welfare public, déchargeant l'État et les classes dirigeantes des responsabilités de résoudre les problèmes de la vie quotidienne. S'il est utile l'entraide, il est essentiel aussi la possibilité d'avoir des espaces publics qui favorisent la vie en commun, des loyers sous contrôle, des maisons, des logements, des écoles, des jardins d'enfants, etc. Nous savons combien l'incurie des États sous ces aspects soit dominant, loin des perspectives dépourvues d'une vision qui stimule des modes de propriété plus démocratiques, socialisés et égalitaires comme les coopératives, et donner vie à nouvelles institutions transnationales et du travail green. Il reste le nœud, qui est très important, d'un travail gratuit, qui vient reproposer, parce que c'est vrai, on demande un travail gratuit, même si sous forme d'expérimentation, en institutionnalisant les pratiques de solidarité et de partage expérimentées dans le temps
et pendant la pandémie, sans lesquelles les personnes plus fragiles et seules n'auraient pas survécu. Ce sont des initiatives qui assument l'idée de l'éthique du soin comme fondement de la pratique politique, mais sans expliciter les conflits entre production et reproduction, et en bonne substance, en réduisant le soin à une version faible, plus à une évocation du changement et à la responsabilité plutôt qu'à un parcours concret de transformation. Alors, je passe le discours sur la Caring Society qui me semblait important, mais ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est qu'il faut essayer que la société du soin ne soit pas simplement un scénario idéal, ni une constellation d'expériences partielles, parce qu'il serait important de partir des conditions matérielles de soins, du travail reproductif et des reproductions sociales dans l'évolution du système économique capitaliste, avec ses limites et ses dynamiques internes sur échelle globale. À l'intérieur du débat actuel, il est important que soient les États à se charger des ressources matérielles et immatérielles indispensables à garantir des infrastructures sociales qui répondent aux besoins primaires, santé, ambiance, démocratie participative à tous les niveaux. À manquer jusqu'à ce moment ne sont pas les expériences qui ont essayé de déplacer les soins en dehors des liens de parenté, mais la reconnaissance et le soutien à ces formes universelles de socialisation des services et de défense des biens communs de la part des institutions. Je m'arrête là, sinon je devrais continuer, j'espère être dans le temps. Oui. Merci, je m'excuse pour mon français, mais il est ce qu'il est, je suis désolée.